Une question Burkina Faso, expulsion de l'attaché militaire français, nouveau pas vers la décolonisation. Nous nous interrogeons encore aujourd'hui. C'est toujours, il y a le plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Au Burkina Faso a expulsé dans l'attaché militaire français accusé d'activités subversives. Les relations entre Paris et Ouagadougou n'ont cessé de se dégrader depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022. Le Burkina Faso a donc décidé d'expulser l'attaché militaire de l'ambassade de France accusé d'activités subversives, lequel dispose de 15 jours pour quitter le pays selon un courriel officiel consulté déjà vendredi dernier. Le gouvernement du Burkina Faso a décidé de retirer l'agrément de M. Emmanuel Pasquier, attaché de défense près l'ambassade de France au Burkina Faso, pour activités subversives, a écrit d'ailleurs le ministère burkinabé des Affaires étrangères dans un courrier adressé jeudi à Paris en donnant à M. Pasquier ainsi qu'à son équipe un délai de 2 semaines pour quitter le territoire burkinabé. La lettre, il faut le dire, fournit juste l'explication suivante, eh bien, activité subversive. Cette accusation est évidemment fantaisiste, a aussitôt réagi un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré et de ses hommes, à la suite, bien sûr, de la prise au pouvoir en septembre 2022, le deuxième en 8 mois dans le pays, les relations n'ont fait qu'empirer, nous dit-on, entre Paris et Ouagadougou, bien que les liens diplomatiques ne soient pas formellement rompus. Comme au Mali voisin, Paris a refusé de travailler avec les nouvelles autorités burkinabées pour assurer la sécurité du pays, d'autant plus que les dirigeants burkinabés ont de leur côté cherché à diversifier leurs partenaires dans la lutte antiterroriste en ouvrant la porte à une éventuelle coopération avec la Russie. En mars dernier, le Burkina Faso avait déjà dénoncé un accord militaire conclu en 1961 avec la France, quelques semaines après avoir exigé et obtenu le retrait de la force française Sabre, nom de l'opération des forces spéciales françaises au Sahel, en proie à des violences djihadistes. Le gouvernement avait aussi demandé le départ définitif des personnels français en service avec les administrations militaires burkinabées. L'ambassadeur de France à Ouagadougou avait lui été rappelé après justement la prise de pouvoir par les nouvelles autorités en septembre 2022. Il n'a pas été remplacé. Le capitaine Ibrahim Traoré avait également remis en question l'efficacité de la présence des soldats français au Burkina Faso dans le cadre de la lutte antiterroriste dont il a exigé le départ en janvier. Son pays aujourd'hui cherche depuis de nouvelles coopérations. Une délégation russe a échangé fin août avec Ibrahim Traoré à Ouagadougou sur les questions de développement et de coopération militaire, et le capitaine Traoré, il faut le rappeler, s'est rendu d'ailleurs en juillet dernier à Saint-Pétersbourg au sommet Russie-Afrique. Nous nous interrogeons donc, mesdames, messieurs, ce mercredi matin. Burkina Faso, expulsion de l'attaché militaire français, un nouveau pas vers la décolonisation. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom. Il est homme politique de l'UPC. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joslingos, bonjour à nos millions d'internautes. Bonjour à nos techniciens, bonjour à la grande galaxie panafricaine. C'est toujours un plaisir pour moi, toujours renouvelé, de répondre présent à vos nombreuses invitations pour continuer d'échanger à travers cette interface que constitue Panafricanist TV avec nos frères à travers le monde, malgré les difficultés que nous connaissons. Ça me permet une fois de plus d'adresser mes sincères condoléances à mon jeune frère Jonathan Matenguene qui a perdu son père. Et merci pour cette invitation. Justement. Toutes nos condoléances à Jonathan Matenguene qui a perdu son père et qui sera inhumé au cours du week-end prochain. Patient Parfendom, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous parlons du Burkina Faso qui a exigé, on va le dire comme ça, le départ dans les 15 jours qui viennent de l'attaché militaire français. Est-ce un nouveau pas vers la décolonisation? C'est un nouveau pas vers ce qu'on peut appeler l'accentuation du conflit. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas encore de possibilité de régler la question à l'amiable. On ne trouve pas encore de voie de sortie pour renouer les fils de dialogue. On ne trouve pas encore de voie de sortie pour que la France essaie de se mettre dans une position qui respecte la souveraineté du peuple burkinabé, dont le Burkina Faso est obligé de montrer les muscles, mais surtout
de définir de manière radicale ces plates-bandes pour que quiconque les empiète puisse subir les conséquences qu'ils sont en train de subir actuellement. Oui. Bon, et puis il ne faut pas non plus oublier que le rapprochement de Burkina Faso avec la Russie n'a pas beaucoup fait plaisir à Paris. Et Paris, ici, ils ont encore sur le sol burkinabé des agents de renseignement militaire, c'est du tout bénéf pour eux. Donc, le Burkina a tapé là où ça fait mal en indiquant à Paris que si dans cet espace burkinabé, c'est eux qui continuent d'être les maîtres du jeu. Et que tous les collaborateurs, tous les partenaires qui veulent bien participer ou bien faire semblant de participer à cette lutte à mort qui mène contre cette hydre terroriste qu'on a implantée sur leur sol, ils sont obligés de coopérer franchement, en toute franchise, avec les autorités burkinabées. Ne pas le faire, c'est se mettre dans une posture belliqueuse à la limite, même si c'est pas encore du péril, mais belliqueuse, et obliger le Burkina Faso de prendre des mesures conservatoires pour vous mettre à l'écart de cet espace qui est le sien et qu'il essaie, malgré les difficultés du moment, à essayer de maîtriser pour faire amener la paix et la sécurité. Chef, en fait, donc, jusqu'à preuve de contraire, hein, les autorités françaises n'ont pas encore compris, finalement, que les nouvelles autorités burkinabées ont besoin de leur souveraineté et surtout de leur liberté. Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas encore compris, c'est qu'ils continuent de tenter de remettre en question cette volonté. Ils ont bien compris. Oui. Mais nous sommes dans une partie de bras de fer. Un bras de fer, ça peut être le chaos tout de suite, comme ça peut être des atermoiements avant de finir par le chaos. Donc, ils continuent de titiller, d'enquiquiner, de résister comme ils peuvent pour voir si vraiment la détermination des autorités burkinabées n'est pas une détermination en mi-chemin. Bon, et puis Paris non plus n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. De marge de manœuvre. Donc, ils essaient de s'accrocher à ce qui peuvent, ce qui leur semble utile là aujourd'hui, ce dont ils espèrent pouvoir leur permettre de continuer à entretenir une présence, même à minima, sur le sol burkinabé, d'autant plus que cette présence à minima leur permet de garder le contact avec les hommes liches au premier degré, avec les cellules dormantes, mais surtout leur fait jouer le rôle d'agent de liaison avec toutes les structures disséminées au Burkina Faso et qui leur permettent, de remonter un certain nombre d'informations dont eux seuls sont capables de transmettre à Paris pour des questions techniques, technologiques et même de fiabilité de l'information, mais aussi pour pouvoir transmettre un certain nombre de directives, n'est-ce pas, à ces cellules dormantes, n'est-ce pas, à leurs agents, à leurs supplétifs locaux, que ce soit sur le plan politique ou bien militaire, pour continuer à embêter évidemment l'avancée et surtout la détermination des autorités militaires burkinabées actuelles qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une lutte âpre pour essayer d'assurer la sécurité de leur espace et y faire revenir la paix. Mais il faut quand même rappeler que les autorités burkinabées avaient demandé à l'ambassadeur de France sur son sol à quitter le territoire burkinabé, ce qui avait été fait. Pourquoi est-ce que l'attaché militaire était-il resté? Bon, ça fait partie, vous savez, en diplomatie, il y a beaucoup de... J'aime souvent le dire ces derniers temps. Même dans les situations les plus radicales, il y a toujours une petite porte, une petite fenêtre qu'on laisse. Parce que les ruptures ne sont jamais pas totalement radicales. Il faut vraiment qu'en face, on ait un camp qui soit tellement imbécile qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un petit fil d'Ariane qu'il faut laisser se balader comme ça. On ne sait pas à quel moment il sera saisi pour renouer le fil du dialogue. Mais dans le cas précis, je pense que ce n'est pas la négligence, ce n'est pas un manque de vigilance, c'est que ça faisait partie des rapports diplomatiques qui existaient entre ces deux pays. Oui. Le problème, c'est la tentative de Paris d'abuser de cette espèce de mansuétude, entre guillemets, des autorités burkinabées pour tenter de le prendre pour des petits cons. Et c'est la réponse, elle est là, elle indique que
attention, quand on vous dit que les temps ont changé, les temps ont vraiment changé, et il faut tenir compte de cette nouvelle donne et ne pas tenter de nous ramener à des moments où vous étiez libre de faire ici ce que vous voulez. Mais ce qui est grave pour Paris, c'est que je continue de vous le dire, Paris a des cellules dormantes. Au sein de Burkina Faso, ils ont des agents dormants. Au sein de Burkina Faso, ils ont des hommes liges, dont certains appartiennent même à l'établissement politique, pas forcément de pouvoir, mais à l'établissement politique de Burkina Faso, qui y sont. En dessouchant tous les points de contact où ils peuvent avoir la bonne information, où ils peuvent relayer des directives, ils se mettent terriblement en difficulté dans cette, j'analyse, hein. Oui. Le dire ne veut dire pas qu'on est pour Paris ou bien qu'on est contre. Ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'en règle générale, c'est comme ça que des puissances qui ont dominé de manière outrancière un espace essaient d'agir. Ils partent, mais ils laissent leur queue qui se balade. Ou bien leur petite queue, leurs petits pions, leurs petites cellules qui continuent de se balader. Parce que c'est sur ces éléments-là qui vont s'appuyer demain pour tenter de revenir ou bien tenter de faire mal au pays. Et ça, souvent, ça paraît anodin, mais ça vaut son pesant d'or. Je suis totalement sûr, je peux vous garantir, je peux mettre ma main au feu, que quand vous regardez même l'Afghanistan, vous avez vu la débarque américaine en Afghanistan, oui. Et la manière dont les États-Unis sont partis de l'Afghanistan, pratiquement la queue entre les jambes, mais je peux vous assurer qu'existe toujours en Afghanistan, là où nous parlons, des agents, des éléments, n'est-ce pas, des structures, des cellules dormantes opérationnelles et qui font des rapports quotidiens à Washington. Et Washington compte sur ces agents, sur ces cellules, sur ces structures, sur ces hommes liges pour continuer de temps en temps à enquiquiner les autorités afghanes actuellement et collecter un ensemble d'informations à la fois économiques, à la fois culturelles, à la fois politiques et même militaires qui peuvent leur permettre de temps en temps à faire des coups. Ils en sont réduits à ça maintenant, oui. Faire des coups. Parce qu'ils ont perdu la main sur le contrôle total de l'espace. Mais au moins, de temps en temps, ils peuvent faire des coups. Et ça, pendant les périodes de vache mère, comme on dit, on peut se contacter de ce menu fretin-là. Donc, Paris, politiquement, continue de sombrer. C'est une descente aux enfers, certes programmée. Il continue de sombrer, mais il sombre de manière quasiment radicale en ne tentant pas de faire comme une grande puissance, c'est-à-dire il laisse des espèces de mouchards, oui. Même électroniques, qui peuvent le renseigner le moment venu. C'est un certain nombre de démarches voilà, qui se font sur le terrain et sur lesquelles il peut s'appuyer pour essayer de causer du tort à un pays qui est en plein dans la quête de sa souveraineté. Jusqu'à preuve de contraire, il faut quand même dire que cet attaché militaire français a été accusé par les autorités burkinabées d'activités subversives. Bon, vous voyez donc que c'est cohérent avec ce que nous disons. S'il a été accusé d'activités subversives, ça veut dire qu'il ne s'est pas tenu à carreau dans son corps. Il a continué de bouger. Continue de bouger, de contacter, de transmettre les autres. Oui. Peut-être même, il y a des caches d'armes à l'intérieur du pays, peut-être même dans la capitale, qui sait, organisées par eux, les Français, mais qui n'ont pas encore totalement dévoilé à leurs agents opérationnels. Peut-être parce que la possibilité n'a pas encore été établie, ou bien parce que le moment n'est pas encore indiqué pour le faire. Mais est-il dit qu'il y a toute cette panoplie de capacités, de nuisances dont ils avaient encore en main et qui sont en train de perdre. Parce que quand on coupe comme ça, quand on coupe, on segmente, on coupe de manière radicale un nœud opérationnel aussi important que fut cet attaché militaire, on annihile totalement les capacités de projection de ces cellules, de ces agents, n'est-ce pas, sur le terrain. Et ça fait très mal. Ça fait très mal parce que ça continue d'amenuiser le pouvoir de Paris dans l'espace. Ça continue de réduire de manière drastique la capacité de nuisance de Paris
dans cet environnement et dans cet espace bien précis. C'est une perte d'autorité. C'est une perte de pouvoir. C'est une perte de puissance. Ce sont les éléments qui définissent l'ensemble de ces éléments qui indiquent qu'effectivement Paris est en train de dégringoler, de perdre en puissance, de perdre en autorité dans cet espace-là. Et ça ne peut pas faire que le bonheur de des analystes, mais ceux qui observent, qui sculptent, n'est-ce pas, à la loupe, la situation dans cette région aujourd'hui, d'autant plus que, c'est la raison pour laquelle vous écoutez tout le temps, monsieur Macron nous dit que c'est une colonisation. La Russie est en pleine colonisation. Ça veut dire qu'il perd du terrain. Et comme il sait que le rôle de ces éléments, c'était justement de maintenir une colonisation, donc s'il est perd et qu'il est remplacé par un nouvel allié de Burkina Faso, il s'imagine que forcément, cet allié est en train de reproduire les mêmes mécanismes de colonisation que lui, il avait entretenu depuis très longtemps. Si on parvient donc du nord au sud, de l'est à l'ouest du continent noir, on a tout simplement l'impression que ces représentants diplomatiques sont toujours dans des activités très sombres, lugubres, subversives sur le continent africain. Mais ça fait rire. Parce qu'il y a souvent des gens, surtout notre jeunesse, et j'ai discuté hier encore avec mes enfants qui sont tous supérieurs, et j'ai vu le décalage qu'il y a entre nous et notre jeunesse d'aujourd'hui. Ça fait peur. Ça fait peur. Bon, la plupart des enfants savent, pour eux, une ambassade, c'est fait seulement pour donner les visas. Et de temps en temps, allez voir. Donner des visas, aller voir les autorités, regarder si les relations diplomatiques sont au beau fixe, c'est tout. Ils ne se rendent pas compte, le gros du boulot de ces ambassades-là, c'est justement les activités subversives, l'espionnage. Dans le renseignement, dans l'espionnage économique, l'espionnage culturel, l'espionnage social, à tout azimut. Ils ne font qu'avoir des gens qui les dressent, nous envoient des notes de rapport. C'est au quotidien qu'ils les reçoivent. C'est au quotidien qu'ils les reçoivent. Après, ils font des synthèses qu'ils envoient à une cellule à l'Élysée qui est programmée et qui surveille. Donc la surveillance n'est pas que électronique, elle n'est pas que au niveau aérien, au niveau des satellites, mais elle aussi fait de petites mains méchantes là, de petites mains. Mais bien sûr. C'est pour cela que vous avez, quand vous lisez l'histoire d'un homme qu'on appelle Pol Pot, quand vous lisez son histoire, vous finissez par comprendre que bon, le gars avait exagéré, c'était un vrai criminel, mais il faut rentrer dans sa psychologie pour comprendre ce que le gars avait constaté, ce que son pays était devenu. Bon, il a dit, puisque c'est comme ça, on va inverser complètement les rôles. Vous, les bureaucrates, les salopards hommes disent de l'Occident, vous allez rentrer dans la campagne, planter le macabo, le manioc dans les champs, les plantations de riz. Oui, et puis les pauvres paysans qui sont neufs, qui ne sont pas corrompus comme vous jusqu'à la moelle, ils viendront s'installer au bureau et on verra comment ça va se passer. C'est ça, hein, la doctrine de Pol Pot. Mais ça crée des dégâts que tout le monde sait, parce que bon, n'arrête pas là-haut, ou bien la machette qui veut. Bon, donc, je pense que il faut être assez fin, assez intelligent. D'ailleurs, une partie de la prétendue société civile burkinabé en fait le reproche aujourd'hui à Ibrahim Traoré. J'ai vu l'histoire de ce médecin, mais c'est facile de critiquer les gens qui sont au fond, qui meurent pour vous. Donc on vous dit, puisque vous estimez que c'est trop facile, les droits de l'homme sont montés, sont descendus, prenez aussi un peu un télé militaire, allez au fond seulement même pour un mois, on va voir. Parce que quand vous rentrez de ce front-là, vous n'avez plus la même perception de la guerre. Vous n'avez plus la même perception de la vie. Vous n'avez plus la même perception de la misère. Vous n'avez plus la même perception du danger d'annihilement de toute perspective d'un État moderne pour votre propre pays. Parce que quand vous rentrez de là où vous rentrez, vous faites des grandes déclarations. Vous êtes accroché au Human Rights Watch, Amnesty International. Vous créez dans les villes, vous êtes dans les bars, vous buvez, vous dansez avec les femmes, vous fumez la cigarette, vous shootez la drogue. C'est très beau. Mais allez au front pour voir la misère des soldats, vous allez bien comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et on peut penser que Ibrahim Traoré exagère. Il ne veut que arrêter, il tente tout simplement de montrer la réalité
de cette guerre injuste, cette guerre diabolique qu'on impose à son peuple, à ces élites de la ville, qui sur le fallacieux prétexte qu'ils ont été à l'école, ils sont bardés de diplômes, peut émettre n'importe quelle critique dans une situation aussi dangereuse, aussi pénible, aussi sauvage qu'on impose et barbare qu'on impose à ce peuple-là. C'est ça. Donc, je continue donc de dire que quand je vous parle aussi, j'ai dit organisons-nous. Je ne sais pas comment ce que les gens entendent par organisation. Ou bien ils entendent par organisation, on va faire un 2 € et après 2 € on ira boire la bière au quartier. Ce n'est pas ça l'organisation. Il faut qu'ils rentrent pour comprendre ce que c'est une organisation. D'ailleurs, un vrai parti révolutionnaire s'appelle une organisation. Je commence d'abord par là. Une organisation, c'est une structure qui est mise en place pour défendre les intérêts, soit de la coopération, soit de la ville, soit de la société, soit du pays. Et Dieu seul sait que dans nos pays, quand vous tournez la tête comme ça, vous créez une organisation. Vous tournez la tête comme ça, vous créez une organisation. Je ne parle même pas de la suprastructure. Je parle même au niveau basique. Personne n'est responsable de rien dans nos pays. On attend tout. Personne n'est responsable de rien. Même vous qui vous peinez chaque jour pour venir ici, nous permettre d'échanger avec nos frères. Cette discipline-là manque à beaucoup. Moi, si tu veux sidérer de prendre cet exemple. Quelqu'un est devant un bac à ordures, qui a été obtenu d'ailleurs péniblement, avec des dettes, quand on sait que combien l'État s'endette pour payer cette structure privée qui ramasse des milliards sur le dos des Camerounais, alors que les Africains peuvent faire ce boulot eux-mêmes et diviser le prix même par 100. Mais le gars arrive devant un bac à ordures, au lieu de déverser les ordures dans le bac, il est au sol. Je lui dis pourquoi? Il dit qu'il y a quelqu'un qui va venir ramasser. Je dis, mais les désordres commencent d'abord dans notre tête. On est responsable de rien. On continue à être comme des gamins. Et c'est la raison pour laquelle un fonctionnaire peut s'installer dans son bureau et voler des milliards. Il s'en fout. Personne n'est responsable de rien. Le sens de la vie n'a aucun sens pour nous. On a des génies, on les jette en pâture, ils ne servent à rien, ils ne sont pas dans notre cercle ésotérique, mystico-ésotérique. À quoi ça sert? Donc c'est ça. Il faut que les gens s'organisent. Et après cette organisation, il faut la discipline. Il faut que les gens se disciplinent. Il faut un minimum de discipline. Je ne dis pas qu'il faut qu'on rentre dans une discipline, je ne sais pas, tellement carrée à la soviétique, mais qu'il faut qu'il y ait un minimum de discipline. Même nos confrères traditionnels, il faut qu'ils se disciplinent. Vous voyez que, bon, même nos tradis praticiens, on a dit que la médecine moderne, c'est un problème. Mais regarde, comment vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit que lui, il était marabout qui soigne toutes les maladies? Est-ce que c'est sérieux? Et les gens le suivent. Et les gens sont là, ils disent que c'est normal. Quand vous voulez poser la question de quand vous exagérez, mais c'est parce que vous êtes vendu aux Occidentaux. Mais est-ce que c'est normal que quelqu'un puisse le dire? Et quand vous allez vers lui, vous vous rendez compte que vous dépensez même plus que vous aurez dépensé. Je parle comme ça, je ramasse tout ça comme ça, hein, tout ce fratras-là pour montrer qu'il y a un problème de discipline chez nous. Il y a un véritable problème de discipline. Et dans un pays qui est dans une période de guerre, la première des choses, c'est la discipline. Vous ne faites pas des choses parce que ça vous plaît. Vous faites des choses parce que c'est utile à la communauté. C'est utile à la société. Vous faites même harakiri. Vous faites même, comment dire ça, vous sacrifiez même, souvent pour des trucs basiques dont vous aurez pu avoir le privilège d'avoir, mais vous les sacrifiez parce que le groupe, parce que la communauté va en bénéficier. C'est ça la discipline. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là sur notre nez et dont on fait semblant de ne pas voir et c'est ça qui crée ces dommages-là. Donc moi je continue de dire que par contre les autres, ils font pratiquement l'inverse. Leurs ambassades, leurs consulats, leurs instituts français et tout ce que vous voyez, ce sont des réceptacles de toute la barbouzerie que vous pouvez vous imaginer. Il a là-dedans, les hommes. Il ne finance aucun projet si ce projet n'a pas un objectif bien défini. Même quand c'est dans l'art. Ça vous paraît un peu... On dit, mais c'est l'art, non? Non! Ils ne font pas ça pour rien. Bon, maintenant je mets les pieds dans le plat. Regardez un peu RFI Découverte. 90% des gars qui sont nommés dedans, soit tu es homosexuel, soit tu fumes la drogue. Mais
Est-ce que je mens? Allez voir. C'est totalement la vérité. Vous croyez que c'est pour rien? On oriente les gens vers quelque chose de bien défini. Devenir LGBTQ et poussière, ou bien shootez-vous, ou bien prenez... Oui, c'est ça. Il n'y a pas de gens normaux là-bas. C'est ça. On dit que c'est ça qui amène la créativité. Quelle créativité ça amène? Laquelle? Bon, donc je crois sincèrement que il faut qu'il y ait des gens qui parlent comme nous. Il faut que d'autres pensent l'Afrique, d'autres agissent sur le terrain, mais surtout notre jeunesse. Il faut dire à notre jeunesse. Hier encore, les spectacles nous étaient encore servis hier. Hier, n'est-ce pas que la Champions League a commencé? Mais tu vois des milliers de jeunes agglutinés devant un truc. Ce rêve fou là. Tu te demandes, mec, c'est comment? À côté de ça pue, il y a les cancrelats, il y a les cafards, il y a les rats. Ça leur dit absolument rien. Ça n'interroge personne. Il y a les tas d'immondices. Parce qu'on les ramasse pas, ça dit rien à personne. Vous arrivez dans un espace public, vous voulez une pièce, on vous dit que donnez l'argent, quelqu'un va aller faire les fouilles là-bas. Même informatiser les naissances, on en est incapable. Mais finalement, on veut quoi? Donc, je continue de penser que ceux qui ont pris l'avance et qui sont décidés d'essayer de régler les problèmes pour le bonheur de leur peuple et de leur pays, il faut leur tirer le chapeau. C'est pas un chemin facile. Ça va être un chemin très difficile parce qu'en face de nous, nous avons des ennemis très robustes. Même quand nous avons pensé que nous avons coupé complètement le nœud gordien, il y a toujours des espèces de petites métastases qui vont continuer à irradier le corps social africain. Et c'est ces petites métastases qu'il faudra un travail de chirurgien pour les extraire. Et ça demande une autre organisation. Ça demande une autre discipline. Ça demande une idéologie nouvelle où l'homme en réalité est au service de sa communauté. Et là, je le dis, on n'a pas encore atteint ce niveau. Et justement, avec vous, patient parfaitement quelques secondes pour sortir cette édition de Parole panafricanisme, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a qualifié cette accusation, on va le dire, de fantaisiste. Ben, nous sommes dans la communication politique. Vous aurez aimé qu'ils vous disent quoi? Bon, c'est tout ce que peut dire. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde fait d'une violence incroyable. Et la première violence, c'est le type de communication et d'information qu'on balance à ceux qui subissent même cette violence. La propagande a atteint des niveaux que vous ne pouvez pas vous imaginer. Tenez. Hier encore, je parcours le truc, je vois un missile qui est tombé dans un marché ukrainien. Toute la presse occidentale en a fait un raffut. Au haut, vous voyez, les Russes tuent même les pauvres pays, dans le Donbass, hein. Oui. Vous voyez. Le New York Times, vous savez, la contradiction, ça commence toujours par là où on attend le moins. Ils ont fait tout un dossier pour démontrer que ce missile-là était un missile ukrainien. Alors que M. Zelensky était venu à la télé parlant avec les trémolos dans la voix. Au point où j'ai été interpellé par des enfants me disent, mais papa, mais là quand même il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Est-ce que Poutine est obligé de tuer les civils là? Vous voyez, toute la presse occidentale, elle nous a bassiné les erreurs avec les détails de l'explosion dans ce marché. Je leur dis non. Au point où un de mes cousins a dit, oui, je te comprends, toi c'est idéologique. Pour toi, c'est idéologique. Tu ne peux que soutenir Poutine. Ailleurs, hier, je l'ai appelé, je lui ai envoyé la vidéo. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, grand frère, finalement, on ne sait plus qui croire. J'ai dit que c'est parce que votre cerveau est tellement lessivé, lobotomisé par le mensonge des Occidentaux, qu'il vous sera très difficile, puisque vous continuez de regarder ces médias mainstream, de connaître où est la vérité. Il faut que vous opériez une rupture radicale. Pour commencer à avoir, ça sera œuvre d'hygiène pour votre propre cerveau. Pour commencer à réfléchir comme un humain. Parce que ces gens-là, s'ils balancent 100 mots, 99,99%, ce sont des mensonges, surtout quand c'est en direction de l'Afrique. C'est de la propagande. Surtout quand c'est en direction de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils sont adossés sur l'Afrique pour survivre. C'est ça la vérité. Alors, si on ne comprend pas, tant pis pour nous.
Je sors d'une petite période de maladie, mais quand je regarde ça, je regarde mes frères, je leur dis, Jean-Paul Bellec fait des trucs Afrique Science. Je dis qu'il faut multiplier des millions d'Afrique Science, même quand je trouve que son panneau n'est pas assez beau pour que ce soit visible à 1000 km. C'est vrai. Donc c'est ça. Donc il faut commencer par une meilleure organisation, discipline, bonne idéologie. On a saigné les mœurs, mais surtout chacun devient le gardien de la communauté. Vous avez un pays comme l'Éthiopie. Ça, c'est la doctrine de Mengistu Haile Mariam. Mengistu Haile Mariam, qu'on appelait le Négus rouge. Je vous rappelle que Mengistu Haile Mariam était le neveu de Haile Selassie. Si vous rentrez aujourd'hui en Éthiopie, même par voie terrestre, le pouvoir central s'est congossé entre eux en Éthiopie. Si vous entrez, je dis que même de manière pédestre, parce que l'Éthiopie, vous voyez comment c'est grand. Quel qu'en soit l'endroit par lequel vous entrez, quand vous rencontrez un individu, à la seconde, le pouvoir central est au courant qu'il y a un individu dont le signalement est comme ça, qui est entré sur notre territoire. Voilà les pays qui ont commencé un minimum d'organisation. Donc quand je parle d'organisation, les gens doivent comprendre. L'organisation, je ne sais pas comment de comprendre. Voilà les pays, sur le plan sécuritaire, ont vu des conflits qu'ils ont eu autour d'eux, qui ont dit il nous faut l'organisation. Et ça, c'est Mengistu. C'est le travail de Mengistu que les autres ont pris. Ils ont certes amélioré, mais c'est lui. Donc bon, je pense que finalement, nos frères burkinabés, nos frères de Mali, qui sont... sans oublier le Niger, qui sont vraiment dans le feu de l'action, les populations auront ces réflexes. Ceux qui mobilisent les gens, les associations dites citoyennes, iront vers ce type de concentration pour qu'on ne soit plus seulement des peuples qui dansent, qui tournent les fesses à longueur de journée. Merci à vous, patient, pour faire de nous répondre à nos questions. C'est moi qui vous dis merci. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos plateformes numériques. Bonne journée à toutes et à tous.